À 32 ans, Laura Bennett se réveilla après une opération de la colonne vertébrale de 9 heures, au son des machines qui bipaient doucement autour d'elle. Son corps lui paraissait lourd, lointain, comme s'il ne lui appartenait plus complètement. Quand l'infirmière lui rendit son téléphone, Laura cligna des yeux à travers une vision floue et fronça les sourcils. 73 appels manqués. La panique remua dans sa poitrine. Quelque chose s'était passé. Quelqu'un était blessé. Les doigts tremblants, elle ouvrit le message vocal en haut de la liste. C'était son père. Sa voix était calme, presque joyeuse. « Salut, Laura. On s'est occupé de quelque chose d'important pendant que tu étais au bloc. Rappelle-moi quand tu te réveilles. » Laura appuya sur lecture une seconde fois, le cœur battant plus fort. « On a vendu ton condo », poursuivit son père avec désinvolture. C'était la meilleure décision pour la famille. Le mariage de ta sœur avait besoin de financement, et tu n'étais pas disponible, alors on a signé pour toi. Tout va bien. Le message se termina par un petit rire. Laura fixa le plafond, incapable de traiter les mots. Ils ont vendu son condo, sa maison. 8 ans d'économies envolées. Elle essaya de se redresser, mais une douleur fulgurante traversa sa colonne et la força à se rallonger. Les larmes lui montèrent aux yeux, non pas à cause de la douleur, mais d'incrédulité. « Il n'aurait pas, » murmura-t-elle. Mais il l'avait fait. Le mariage de sa sœur Émilie était dans 3 semaines. Laura pouvait à peine bouger les jambes. L'infirmière remarqua son visage pâle. « Ça va ?» demanda-t-elle doucement. Laura hocha lentement la tête, même si rien n'allait. À l'intérieur de sa poitrine, quelque chose bascula. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. À la place, un calme étrange s'installa en elle. Allongée là, fixant le plafond blanc de l'hôpital, Laura comprit quelque chose clairement pour la première fois. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas un malentendu. C'était un choix. Et elle savait exactement ce qu'elle devait faire ensuite. Elle attrapa son téléphone et passa un appel. Pas à ses parents. 7 semaines plus tôt, Laura était assise dans le cabinet de son neurologue, agrippant les accoudoirs du fauteuil pendant que le médecin souriait. « Nous avons une date pour la chirurgie, » dit le médecin. « Hernie discale, L4 et L5, le 15 mars. » Un soulagement envahit la poitrine de Laura. Après 3 ans de douleur constante, il y avait enfin de l'espoir. Ce soir-là, elle appela ses parents. « Je vais me faire opérer, » dit-elle prudemment. Sa mère avait l'air distraite. Les rires d'Émilie résonnaient en arrière-plan. « Mars ?» demanda son père. « C'est en plein milieu des préparatifs du mariage. » Laura hésita. « J'aurai besoin d'aide après. » Silence. « Alors tu te débrouilleras. » Laura raccrocha ce soir-là, avec cette douleur familière de la déception. Elle n'était pas surprise, juste fatiguée. En grandissant, elle avait appris très tôt où était sa place. Quand Laura obtint son diplôme universitaire, ses parents manquèrent la cérémonie parce qu'Émilie avait une audition. Quand Laura acheta son condo à 27 ans, son père fronça les sourcils et dit « Tu aurais dû aider ta sœur à la place. » Laura travailla encore plus quand même. Elle le faisait toujours. Double shift, petit boulot, aucune aide, aucune reconnaissance. Ce condo n'était pas seulement une maison. C'était une preuve qu'elle comptait, même si sa famille refusait de le voir. La sœur de Laura, Émilie Bennett, avait 28 ans et n'avait jamais appris à se tenir debout toute seule. Leurs parents l'appelaient créative et sensible. Des mots que Laura avait appris à reconnaître comme des excuses. Émilie passait d'une idée à l'autre. Contenu en ligne, lifestyle, branding, rêve d'influenceuse, rien ne durait longtemps. Leurs parents finançaient tout. Quand Émilie eut 21 ans, ils lui achetèrent une voiture. Quand Laura eut 21 ans, elle fit des doubles shifts dans un café pour payer ses frais de scolarité. Laura peut se débrouiller, disait toujours leur mère. Émilie a besoin de soutien. Le soutien, pensa Laura, n'était qu'un autre mot pour favoritisme déguisé en inquiétude. La semaine avant l'opération, Laura se prépara seule. Elle engagea une aide à domicile, prépara des repas,
et installa un lit dans son salon pour éviter les escaliers. Ses parents n'offrirent jamais d'aide, mais ils appelaient sans arrêt à propos des dépenses du mariage. Rien que le lieu, c'est 80 000, dit sa mère, excitée. Et la robe d'Émilie est magnifique. Laura déglutit. Je vous ai déjà donné 20 000 pour la fête de fiançailles, leur rappela-t-elle. C'était il y a des mois, répondit sa mère froidement. Là, c'est différent. Laura ferma les yeux. Je ne peux pas. Je me fais opérer dans 5 jours. La ligne coupa. Après cet appel, Laura resta dans son condo et regarda lentement autour d'elle. La petite cuisine, le couloir étroit, le balcon à peine assez grand pour une chaise. 8 ans de sacrifice vivaient entre ces murs. Elle se souvint d'avoir 12 ans quand son père avait dit « Tu n'es pas la jolie, Laura. Tu es l'intelligente. Tu devras travailler plus dur. » Elle l'avait cru. Le travail devint sa religion. Bourse, promotion, heures supplémentaires, et enfin les clés dans sa main à 27 ans. Pas de co-emprunteur, pas d'aide. Cet endroit n'était pas du luxe. C'était l'indépendance. C'était la preuve qu'elle existait sans permission. Ce que ses parents ne savaient pas, c'est que Laura les avait déjà sauvés une fois. 5 ans plus tôt, elle reçut un appel discret d'une amie d'université qui travaillait dans une banque. « Tes parents ont des problèmes », chuchota l'amie. « Ils risquent une saisie. 180 000 de dettes. » Laura resta figée sur son canapé. Malgré tout, elle ne pouvait pas les laisser perdre leur maison. Elle vida ses économies et leur donna 30 000 $. « On te remboursera », promit son père. Ils ne l'ont jamais fait. Ils n'en ont même jamais reparlé. Laura se dit que ce n'était pas grave. La famille, c'était la famille. Maintenant, allongée dans le lit d'hôpital après l'opération, ce souvenir la brûlait. Quand Laura rappela enfin son père, sa voix était posée. « Vous avez vendu mon condo. » Il y eut une pause. « On a fait ce qui était nécessaire, » dit-il. « La famille aide la famille. » Laura répondit doucement. « Vous avez falsifié ma signature. C'est un crime. » Il ricana. « Tu dramatises. » Laura prit une lente inspiration. « Vous allez regretter ça. » Il raccrocha. 20 minutes plus tard, sa mère appela furieuse, accusant Laura d'égoïsme. Laura écouta calmement, puis posa une seule question, simple. « Maman, tu sais à qui appartient votre maison ?» Il y eut un silence de l'autre côté. « C'est quoi cette question ?» lâcha sa mère. « Bien sûr que nous possédons notre maison. » Laura ne discuta pas. Elle dit simplement « Je vous verrai au mariage. » Et elle termina l'appel. Ses mains ne tremblaient pas. Ça lui fit plus peur que la colère n'en avait jamais été capable. Le prochain appel de Laura fut pour la seule personne de la famille en qui elle avait confiance. Tante Ruth, la sœur aînée de son père. Ruth répondit immédiatement. « J'ai entendu, » dit-elle doucement. « Ton père a essayé de retourner ça. Je lui ai dit qu'il avait tort. » Laura ferma les yeux. « J'ai besoin de ton aide. » Tante Ruth écouta sans l'interrompre pendant que Laura expliquait l'opération, le condo, le message vocal. Quand Laura eut fini, Ruth expira lentement. « Une fois que tu fais ça, il n'y aura pas de retour en arrière, » avertit-elle. « Ils ne te pardonneront jamais. » Laura faillit rire. « Ils ont vendu ma maison pendant que j'étais inconsciente. Le pardon a cessé d'être une option. » Puis Ruth resta silencieuse un long moment. « De quoi as-tu besoin ?» demanda-t-elle. « Je vais te donner une enveloppe, » dit Laura. « Garde-la en sécurité. Apporte-la au mariage s'il m'arrive quelque chose. » Ruth accepta. « Tu as toujours été plus forte qu'il ne le méritait. » 3 jours plus tard, l'avocat de Laura, Mark Ellis, se tenait à côté de son lit d'hôpital, un gros dossier à la main. « C'est pire que ce que tu penses, » dit-il. Les documents montraient une procuration falsifiée, une imitation maladroite de la signature de Laura, et un cachet de notaire lié à des affaires de fraude précédentes. « Tes parents ont commis un crime grave, » dit Mark calmement. « Faux, fraude, usurpation d'identité. » Laura déglutit. « Je peux récupérer mon condo. »
Marc secoua la tête. L'acheteur est innocent. Cet argent est parti. Laura fixa le plafond. Puis Marc ajouta doucement. Mais tu possèdes toujours la maison de tes parents. Laura tourna brusquement la tête. Quoi? Marc hocha la tête. Tu l'as acheté il y a 4 ans via une LLC quand il risquait la saisie. Il la loue depuis. Laura se souvint d'avoir signé ces papiers, se disant que c'était de l'amour, pas de la faiblesse. Leur bail expire une semaine après le mariage d'Émilie, continua Marc. Tu peux donner congé quand tu veux. Laura fit le calcul dans sa tête. Le timing semblait presque irréel. Rédige l'avis, dit-elle. Je te dirai quand le remettre. Pour la première fois depuis son réveil, Laura sourit, pas par joie, mais par clarté. Une semaine avant le mariage, Émilie appela. Sa voix était sucrée et tranchante. Tu stresses maman et papa, dit-elle. Pourquoi tu ne peux pas juste être heureuse pour moi? Laura répondit d'un ton égal. Est-ce que tu sais d'où vient l'argent du mariage? Émilie hésita. Ça ne me regarde pas. Laura insista doucement. Tu savais que j'étais en opération. Tu savais que j'avais le condo. Émilie claqua. Tu es jalouse. Tu es seule. Et maintenant tu essaies de gâcher ma journée. Laura laissa les mots passer à travers elle. Je te verrai au mariage, dit-elle, puis elle raccrocha. Le lendemain soir, Émilie posta une photo sur les réseaux. Des joues striées de mascara. Un sourire tremblant. La légende disait, quand la jalousie vient de ta propre famille. Elle ne nomma pas Laura, mais ce n'était pas nécessaire. Les commentaires affluèrent en quelques minutes. Coupe-la de ta vie. La famille doit te soutenir. Elle a l'air amère. Laura regarda tout en silence. Son téléphone sonna sans arrêt. Des proches, des cousins, de la vieille famille, des amis. Personne ne demanda ce qui s'était passé. Ils lui dirent seulement de s'excuser. Laura ne répondit pas. À la place, elle prit des captures d'écran de tout, chaque accusation, chaque mot cruel. Elle les sauvegarda dans un dossier nommé Vérité. 2 jours avant le mariage, le dîner de répétition eut lieu dans un restaurant italien privé. Laura faillit ne pas y aller. Son dos la faisait encore souffrir, et marcher nécessitait une canne, mais elle avait besoin de les voir avant le dernier moment. Quand elle entra, la pièce se tut. Sa mère força un sourire. On ne pensait pas que tu viendrais. Laura hocha la tête. Moi non plus. Son père leva son verre peu après. La famille, c'est le sacrifice, déclara-t-il fièrement. Tout le monde a contribué à cette belle journée. Son regard glissa vers Laura. Elle leva son verre mais ne dit rien. Pas encore. Alors que les invités récupéraient leurs manteaux, Émilie s'approcha de Laura avec un sourire crispé. « Je suis surprise que tu sois venue, dit-elle. Laura la regarda dans les yeux. « J'ai un cadeau de mariage pour toi. » L'expression d'Émilie changea. « Quel genre de cadeau ?» Laura se pencha plus près. « Quelque chose que tu n'oublieras jamais. » Elle se retourna et partit avant qu'Émilie puisse répondre. Dehors, Laura s'appuya lourdement sur sa canne, la douleur brûlant le long de sa colonne. Mais sous la douleur, il y avait du calme. Tout était en mouvement maintenant. Rien ne pouvait l'arrêter. Le mariage était dans 48 heures. La Vérité avait un calendrier. Le jour du mariage arriva, lumineux et parfait. Des fleurs blanches, des lustres en cristal. 200 invités habillés avec élégance. Laura arriva avec tante Ruth, toutes deux en bleu marine. Elles s'assirent au dernier rang, inaperçues. Émilie descendit l'allée, rayonnante, confiante, triomphante. Quand l'officiant demanda si quelqu'un s'opposait, Laura resta assise. Émilie sourit plus largement, croyant avoir gagné. Les vœux furent échangés. Les applaudissements remplirent le jardin. Laura n'applaudit pas. Elle attendit. La cérémonie n'était pas l'endroit. La réception serait mieux. Publique, bruyante, inévitable. À la réception, Laura fut placée loin de la table d'honneur. Steak, champagne,
rire. Son père se leva pour parler. Ce mariage représente tout ce en quoi nous croyons, annonça-t-il. L'amour, le sacrifice, la famille. Il leva son verre. Et je pense que Laura devrait dire quelques mots. Les têtes se tournèrent. Les yeux de sa mère la mirent en garde. Le sourire d'Émilie vacilla. Laura se leva lentement, serrant sa canne. Chaque pas vers la scène était lourd mais volontaire. Elle prit le micro et regarda la salle. « Merci, dit-elle calmement. J'aimerais expliquer exactement comment j'ai contribué. » La salle devint silencieuse. La voix de Laura ne trembla pas. « Il y a 6 semaines, j'étais sur une table d'opération pendant 9 heures, dit-elle. Pendant que des chirurgiens travaillaient sur ma colonne, mes parents ont vendu ma maison. » Un murmure parcourut la foule. Laura continua. « Ils ont falsifié ma signature et ont pris 425 000 $ pour payer ce mariage. » Son père s'avança brusquement. « Laura, arrête ça. » Elle se tourna vers lui. « Calme. Tu m'as invité à parler. Laisse-moi finir, s'il te plaît. » Elle sortit un document de son sac et le leva. « Voici la fausse procuration qu'ils ont utilisée. » Des exclamations retentirent dans la salle. Laura regarda Émilie droit dans les yeux. « Mais je ne suis pas venue ici pour ruiner ton mariage, » dit-elle. « Je suis venue te faire un cadeau. » Elle sortit une autre feuille. « Ceci est l'acte de propriété de la maison où maman et papa vivent. » Sa mère se leva d'un coup. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Laura prit une inspiration. « Il y a 4 ans, quand vous alliez perdre cette maison, je l'ai achetée anonymement. Vous la louez auprès de moi depuis. » Le silence tomba comme un rideau. « Votre bail se termine dans 30 jours. » Son père chancela et retomba sur sa chaise. Un homme en costume gris s'avança. « Je suis Mark Ellis, l'avocat de Laura, » dit-il clairement. « Tout ce qu'elle vient de dire est vérifiable. » La vente du condo était frauduleuse. Des chaises grincèrent, des chuchotements se transformèrent en choc. Émilie attrapa le bras de son mari. « Ce n'est pas ce que tu crois, » chuchota-t-elle. Il se dégagea lentement. « Tu savais, » dit-il. Elle ne put pas répondre. Ses parents à lui se levèrent, les visages durs. « Il faut qu'on parle, » dit sa mère. Ils partirent ensemble, laissant Émilie seule à la table d'honneur. Laura reposa le micro doucement et descendit de la scène. Dehors, l'air du soir était frais. Laura s'assit sur un banc de pierre, épuisée. Tante Ruth la rejoignit. « C'est fini, » dit-elle doucement. Laura secoua la tête. « Presque. » À l'intérieur, les voix montaient et retombaient. Des invités partirent tôt. Les téléphones étaient sortis. Le mariage parfait se défaisait en temps réel. 1 heure plus tard, le mari d'Émilie trouva Laura. Sa cravate était desserrée. « Je vais demander l'annulation, » dit-il. « Les avocats de ma famille travaillent déjà dessus. » Laura hocha la tête. « Je suis désolée. » Il secoua la tête. « Tu m'as sauvée. » Il s'éloigna dans le jardin sombre. Les conséquences arrivèrent vite. La vidéo se répandit. Les proches arrêtèrent d'appeler. Les parents de Laura perdirent leur statut social. Émilie perdit son mariage avant même qu'il ne commence vraiment. 30 jours plus tard, Laura fit appliquer l'expulsion. Quand son père supplia, elle dit seulement « Vous avez fait votre choix ». Des mois plus tard, Laura traversa la maison vide qu'elle possédait maintenant, puis verrouilla la porte derrière elle. Elle la loua à un jeune couple et donna les revenus pour aider des femmes fuyant des abus financiers familiaux. Laura ne se sentait pas victorieuse. Elle se sentait libre. Pour la première fois de sa vie, elle s'était choisie. 2 mois après le mariage, le téléphone de Laura sonna tard dans la soirée. Le nom de son père s'afficha sur l'écran. Elle le fixa un long moment avant de répondre. Sa voix paraissait plus petite, usée. « Il faut qu'on parle de la maison, » dit-il. Laura s'adossa à son canapé. « Il n'y a rien à discuter. » Il s'éclaircit la gorge. « On n'a nulle part où aller. » Pour la première fois,
Elle entendit de la peur au lieu de la colère. Laura parla calmement. Tu as eu 4 ans dans cette maison parce que je t'ai sauvée. Tu as utilisé ce temps pour me voler. Tu vas vraiment faire ça? Demanda son père amèrement. Nous jeter dehors comme des étrangers. Laura ferma les yeux. Vous avez cessé d'être mes parents le jour où vous avez vendu ma maison pendant que j'étais inconsciente. Le silence s'étira entre eux. Très bien, dit-il finalement, doucement. Si tu fais ça, tu ne fais plus partie de cette famille. Laura ne ressentit aucune douleur, seulement de la clarté. Je n'en ai jamais fait partie, répondit-elle. Elle termina l'appel et resta là, surprise de voir à quel point ses mains étaient stables. La peur qu'il avait contrôlée autrefois avait disparu. Des semaines plus tard, Laura croisa sa mère dans un petit parc près de son appartement. Sa mère avait l'air plus âgée, plus petite, enveloppée dans un cardigan simple au lieu de ses vêtements habituellement soignés. Elles restèrent silencieuses un moment. Finalement, sa mère parla. « Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. » Laura attendit davantage, une excuse, quelque chose d'honnête. Ça ne vint jamais. Laura se leva. « Prends soin de toi, » dit-elle doucement. Sa mère hocha la tête, les yeux humides, et s'éloigna. Laura la regarda partir, ressentant du chagrin. Non pas pour ce qui avait été perdu, mais pour ce qui n'avait jamais vraiment existé. Le corps de Laura guérit plus vite que son cœur. Elle reprit le travail à plein temps, marcha sans sa canne, et trouva un petit appartement qui lui plaisait. Ce n'était pas luxueux, mais c'était à elle. Elle reçut un court email de l'ex-mari d'Emily quelques mois plus tard. « Merci d'avoir dit la vérité. Tu as changé ma vie. » Laura sauvegarda le message. Elle ne répondit pas. Certaines choses n'avaient pas besoin de réponse. Elle se concentra plutôt sur la reconstruction, des matins calmes, la kinésithérapie, et apprendre à vivre sans attendre une approbation qui ne viendrait jamais. À 34 ans, Laura acheta une autre maison, plus petite que le condo, mais gagnée à nouveau de ses propres mains. Un matin, elle se tenait sur le balcon, le café réchauffant ses paumes, le soleil sur son visage. Elle pensa à tout ce qu'elle avait perdu et tout ce qu'elle avait gagné. Les limites n'étaient pas de la cruauté, elles étaient de la survie. Laura avait appris que l'amour sans respect n'avait jamais été de l'amour, et que s'éloigner ne faisait pas d'elle quelqu'un de sans cœur. Ça la rendait entière. Laura n'entendit plus beaucoup parler de ses parents après leur départ. Tante Ruth donnait parfois des nouvelles. Petit appartement, vie silencieuse, pas de visiteurs. Laura cessa de demander. Ce n'était pas la colère qui la tenait à distance. C'était la paix. Pour la première fois, ses journées n'étaient plus façonnées par la culpabilité ou l'obligation. Elle n'attendait plus des appels qui ne venaient jamais, ni des excuses qui ne se formaient jamais. Le silence lui sembla étrange au début, puis réconfortant. La guérison, réalisa-t-elle, n'était pas bruyante. Elle ne venait pas avec des discours de clôture ou des retrouvailles dramatiques. Parfois, guérir signifiait simplement choisir de ne pas rouvrir de vieilles blessures. Emily envoya un message des mois plus tard. « J'espère que tu es heureuse. Tu as tout gâché. » Laura le lut une fois et ne répondit pas. Elle comprenait maintenant que certaines personnes avaient besoin d'un méchant pour éviter de se confronter à elles-mêmes. Emily avait toujours vécu ainsi, protégée, excusée, sauvée. Laura lui souhaita de grandir, mais de loin. L'amour n'exigeait pas l'accès. Le pardon n'exigeait pas la reconnexion. Lâcher prise ne signifiait pas la haine. Ça signifiait l'acceptation. Laura supprima le message et continua sa journée, surprise de voir à quel point cela l'avait peu affectée. À l'anniversaire de son opération, Laura donna la première année complète de revenus locatifs de l'ancienne maison de ses parents à une fondation soutenant les femmes confrontées à des abus financiers au sein des familles. Elle ne l'annonça pas. Elle n'avait pas besoin de reconnaissance. Ça lui semblait juste de transformer quelque chose de douloureux en quelque chose de protecteur. Tante Ruth la serra fort dans ses bras quand elle l'apprit. « Tu as brisé le cycle, » dit-elle. Laura sourit. Elle ne s'était pas réveillée en voulant être courageuse. Elle avait simplement cessé de se taire. Et, d'une certaine façon, ça avait tout changé.
Parfois, tard la nuit, Laura pensait à la fille qu'elle avait été. Celle qui travaillait plus dur juste pour être remarquée, qui confondait l'endurance avec l'amour. Elle aurait voulu s'asseoir à côté de son jeune elle-même et lui dire « Tu n'as jamais été difficile. Tu étais juste entourée de gens qui ne savaient pas t'aimer. » Cette pensée ne la faisait plus pleurer. Ça la rendait plus douce envers elle-même. La force, apprit-elle, ce n'était pas survivre à la maltraitance. C'était s'en éloigner. Laura gardait encore la canne dans son placard, non pas comme un rappel de la douleur, mais du progrès, du moment où sa vie s'était coupée en un avant et un après. Elle avait perdu une maison, une famille et une illusion, mais elle avait gagné quelque chose de bien plus important. La liberté, le respect de soi, la paix. Certaines histoires ne se terminent pas par une réconciliation. Certaines se terminent par la distance, les limites, et des matins calmes qui t'appartiennent enfin. Et pour Laura, c'était plus que